hausse de salaire. On va parler un peu de transport en commun. D'accord. Monsieur le ministre. Là, j'entendais ce matin la mairesse de Montréal, Valérie Plante, nous dire qu'on va un recul en termes de financement dans le transport collectif. Dans le budget 2025-2026, le ministre des Finances, je la cite ici, accorde plus de 550 millions de dollars sur 10 ans. Mais ça, c'est une somme qui est pas seulement insuffisante, mais c'est une réduction de 258 millions de dollars. Est-ce vrai? Monsieur le ministre. Je pense que c'est une question pour mon collègue des infrastructures, parce que là, elle parle de maintenance du métro de Montréal. On est vraiment dans le domaine des infrastructures. Je ne sais pas si le ministre responsable des infrastructures a été convoqué à ces crédits provisoires. Je n'ai pas de raison de ne pas prendre la parole de la mairesse de Montréal qui dit qu'elle n'est pas satisfaite des sommes en maintenance d'actifs du transport en commun dans le cadre du PQI. Mais je n'ai pas les chiffres avec précision, en toute honnêteté. Madame la députée de Verdun. Je vais aller de façon plus globale. Là. On va reposer cette question-là au PQI, aussi à la ministre des Transports. C'est que j'ai montré ces tableaux-là tout à l'heure, ce matin, pour montrer, en fait, comment on va aller vers des compressions et des coupures, étant donné que les budgets qui sont alloués dans nos services de santé et sociaux, en éducation puis dans d'autres dépenses, ne suivent pas les augmentations nécessaires. Moi, ce que je veux comprendre dans ce budget-là, c'est qu'on a essayé d'appliquer la même recette, tout en étant devant une crise qui nous pend au-dessus de la tête. Est-ce que le ministre est capable de nous promettre aujourd'hui qu'il n'y aura pas de coupures puis d'austérité? Monsieur le ministre. Bien, pouvez-vous préciser votre question? Bon, je vais la poser autrement. Est-ce que les coupures de la CAQ qui vont s'en venir, parce que c'est ça qu'on voit avec les chiffres, elles vont-elles plus ou moins élevées que les coupures en 2015 par les libéraux? OK. Alors, je vais vous amener à la page F43. F43 explique que le taux de prévision des dépenses de portefeuille en 25-26, qui est identifié à 1,8 %, est influencé à la baisse par le dénominateur, c'est-à-dire les éléments extraordinaires de dépenses en 24-25. Une fois ajusté pour ces éléments extraordinaires, c'est expliqué à la page F43, le taux de croissance des dépenses est de 3 %. Lorsqu'il y a eu de l'austérité au Québec au début des années 2015-2016, en moyenne, il y a eu 1 % de croissance de dépenses. Là, je vous dis qu'en 25-26, il y aura 3 % de croissance de dépenses. Il y a donc un ralentissement dans la croissance des dépenses, mais il n'y a pas d'austérité au sens où vous l'entendez. Madame la députée de Verdun. Je vais avancer parce que je pense qu'il me reste de moins en moins de temps. Une autre colonne qui nous intéresse, bien sûr, c'est la colonne des revenus. Et j'aimerais ça vous entendre sur la réforme qui entoure le gain en capital. Et je vais être très précise parce qu'on est au courant. Là, il y a eu beaucoup de changements entourant le rehaussement des taux d'inclusion du gain au capital. Cependant, il y a un élément dans cette réforme qui prévoyait également l'augmentation de ce qu'on appelle le plafond d'exonération, c'est-à-dire cumulatif. Donc, des gains en capital, les SCGC. Donc, on parlait d'un plafond de 1,25 million à compter du 25 juin 2024. Ainsi, il y avait aussi l'introduction d'un nouvel incitatif aux entrepreneurs canadiens. Autrement dit, c'est qu'on n'a pas appliqué l'exception du gain en capital, les changements, mais on semble avoir gardé les exclusions concernant certains types de gains en capital pour permettre de ne pas payer aucun impôt sur ces gains qui ont continué à être rehaussés. Est-ce que c'est exact? Est-ce qu'on a gardé des exceptions tout en ne pas appliquant la mesure dite par le fédéral? Bien, en fait, vous savez, en matière de fiscalité, c'est important d'être très précis, là. C'est pour ça qu'il y a des bulletins fiscaux, il y a des lois, il y a la loi de l'impôt. Alors, si vous allez à la page D38 du budget, vous voyez que la hausse du taux d'inclusion de gains de capital, et par ailleurs, j'ai aucune félicitation à faire au gouvernement fédéral qui a encouragé les gens à transiger avant juin 25 pour ne pas subir la hausse de taux d'inclusion. Il y a eu des vraies transactions, là, des ventes de compagnies, etc., etc. Et soudainement,
On change d'avis, puis bon, voilà. Alors, si vous regardez la ligne hausse du taux d'inclusion, bien, ça vaut 2,2 milliards, mais vous avez raison, il y avait aussi des assouplissements qui, eux, valent 350 millions. Et vous avez raison de poser la question, est-ce que vous renversez seulement la hausse du taux d'inclusion ou si vous renversez aussi les assouplissements? Mais la réponse, c'est qu'on ne le sait pas, parce que c'est une promesse électorale floue qui dit on va renverser le gain de capital, mais ça prend une législation, ça prend des faits, ça prend le dépôt d'un bulletin fiscal à une loi qui est adoptée et on saura qu'est-ce qui se passe. Pour l'instant, on a des promesses électorales. Les deux partis en tête dans les sondages ont dit qu'ils avaient l'intention de renverser la hausse du taux d'inclusion de capital, mais on ne sait pas si ça inclut de renverser les mesures d'atténuation. En fait, on ne sait rien. Alors, de ce que je comprends, on va suivre le fédéral, peu importe ce que le fédéral fait. On va être harmonisé comme on l'a toujours été au niveau du gain de capital au Québec. Comme toutes les provinces, on s'harmonise avec le gain de capital du fédéral. Le traitement, il y a eu 5 à 6 changements depuis la création du taux de gain de capital. Ça remonte à Robert Bourassa, Brian Mulroney. Merci. Le Québec a toujours été harmonisé. Donc, pour juste finir cet aspect-là, ce qu'il m'a dit le ministre, qu'il serait peut-être à l'aise qu'il y ait une mesure qui visait à l'origine de demander une contribution supplémentaire à certains contribuables qui sont plus nantis puis aisés dans la société, pourrait se transformer en même temps à une forme de cadeau à ces derniers si on laisse de côté les taux d'inclusion, mais on continue avec les allègements? Est-ce qu'il est à l'aise avec ça? Monsieur le ministre. Bien, puis pour ajouter à votre description de la scène, vous pourriez même avoir les mêmes ministres qui défendaient la hausse de l'inclusion qui hochent de la tête lorsqu'on propose de la renverser, là. Fait que c'est pas particulièrement élégant. Alors, ce que je vous dis, c'est qu'en matière de fiscalité, ça prend de la clarté des lois, de la législation, puis que le gouvernement fédéral, dans ce dossier-là, nous l'a pas fourni, mais j'imagine qu'après l'élection, il y aura un budget, puis il y aura de la clarté. Combien de temps qu'il me reste? Il vous reste moins de 5 minutes, Madame la députée de Moins de Verdun. 5 minutes, OK. J'ai 3 questions en moins de 5 minutes. Je pense qu'on est capable. La première, c'est l'abolition du bouclier fiscal. Ça touche des personnes à revenus modestes. On parle d'environ 140 000 personnes qui, en moyen, ils vont perdre 244 $ par contribuable. Est-ce que vous avez fait une autre mesure semblable de la même ampleur ou similaire qui viennent toucher ou qui est équivalente pour les personnes à revenus le plus élevés? Parce que nous, ce qu'on voit avec l'abolition du bouclier fiscal, que ça vient toucher vraiment les personnes à revenus modestes. Pour le bouclier fiscal, ça a été créé à la suggestion de la Commission sur la fiscalité de M. Godbout en 2015, du gouvernement précédent. Et cette année, dans le cadre des consultations pour l'examen des dépenses fiscales, la chaire en fiscalité a admis que c'était une mesure complexe que personne ne comprenait et elle-même a suggéré que plus qu'une mesure fiscale n'est pas comprise, on devait l'abolir. Je vais poser une autre question. J'ai pas beaucoup de temps. Le ministre m'explique c'est quoi la mesure, mais il me répond pas à la question des bases. Avec les temps qui nous restent, là, on parlait tout à l'heure des tarifs. Il va y avoir peut-être des contre-tarifs de la part du gouvernement canadien. Je m'en sens entendre le ministre parce que là, il faut aller chercher des nouveaux revenus. On n'a pas le choix. Bien sûr, moi, j'ai plusieurs propositions, comment, puis aurait pu le ministre aller chercher dans des impôts de la fortune, en touchant des personnes qui sont beaucoup plus riches. Il ne va pas là. La CAQ ne souhaite pas aller là parce que ça va contre leur vision économique. Là. Nous, on pense qu'on est dans le moment d'aller chercher des nouveaux revenus plus que jamais chez les personnes les plus fortunées. Mais je vais finir avec la question des tarifs. Est-ce que le Québec a officiellement formulé une demande au gouvernement du Canada d'obtenir une part des recettes des douanes qui vont découler des contre-tarifs canadiens? Est-ce que cette discussion-là a eu lieu? Oui, l'ensemble des provinces canadiennes ont demandé au gouvernement canadien, lorsqu'il aura des revenus associés à des contre-tarifs, de redonner l'argent collecté aux industries qui sont affectées par les tarifs à l'exportation des États-Unis.
Alors, l'argent n'irait pas au gouvernement du Québec comme aux industries qui sont affectées par les tarifs du gouvernement américain. Et comment vous pensez vous allez le redistribuer directement aux industries? Bien, par exemple, supposons qu'il y a des tarifs qui impactent grandement l'industrie forestière. Alors, il y aura de l'argent pour les entreprises de l'industrie forestière. Pardon? Les revenus des contre-tarifs canadiens seront distribués aux compagnies qui sont affectées par les tarifs dans l'industrie du secteur forestier. Il vous reste 1 minute 30 secondes à peu près. En 30 secondes, je peux te poser une dernière question. 1 minute et 30. Oui, il y a une mesure concernant les biens possédés à l'étranger. Le budget prévoit l'introduction d'une nouvelle obligation de déclaration des biens étrangers. Quel est actuellement le traitement fiscal de ces biens à l'étranger qui sont détenus à l'extérieur du Canada? Donc, comment on va traiter fiscalement suite à déclaration? Est-ce qu'on envisage également des pénalités dans le cas de non-respect, parce qu'on va se le dire, pour être assez dissuasif envers les contribuables qui possèdent des biens à l'auteur des millions de dollars, je ne sais pas, une villa aux Bahamas? Comment est-ce que le ministre compte traiter fiscalement ces biens-là? OK. Alors là, il faut consulter les renseignements supplémentaires, section B, page B4, 1.1, assurer la déclaration des biens détenus à l'étranger. Alors, il y a déjà cette obligation au gouvernement fédéral et on vient de l'imposer au niveau du gouvernement du Québec. Alors, ça permet à Revenu Québec d'avoir une meilleure transparence sur les biens à l'étranger qui, évidemment, doivent être déclarés par les contribuables canadiens. Et une fois qu'on le sait, qu'est-ce qui arrive? Bien, ça dépend c'est quoi la nature des biens, puis etc. Mais en général, vous payez d'abord un impôt à l'étranger et puis il peut y avoir un impôt additionnel au Canada. Chaque bien est différent, puis ça dépend où il est détenu, quel est le taux de taxation. Et qu'est-ce que serait la part qui reviendrait au Québec? Malheureusement, c'est tout le temps qui était imparti pour ce bloc. Merci, Madame la députée de Verdun.